Voilà. Bonjour tout le monde, bon appétit. Vous êtes les privilégiés qui inaugurent les nouveaux sandwichs du service traiteur apparemment. Donc n'hésitez pas à nous faire un retour si vous trouvez qu'ils sont meilleurs ou moins bons. Donc je disais bienvenue pour ce nouveau séminaire sandwich. Alors aujourd'hui, on va parler du prix Nobel de physique de cette année. On va parler de ça avec Xavier Sibert. Alors Xavier, il vient de la faculté de Polytech. Donc pas du département de physique, et pour cause, en fait, le prix Nobel de physique, certains d'entre nous ont été un peu surpris de voir l'énoncé, puisqu'on a l'impression que c'est plus un sujet d'informatique que réellement un sujet de physique. Et donc on a cherché quelqu'un pour nous en parler, et au final on a trouvé, on a eu un peu de mal, mais on a trouvé. Et donc on espère qu'il va répondre à notre question de pourquoi est-ce que c'est un prix Nobel de physique et pas un prix Nobel d'informatique qui a été décerné. Voilà, je te laisse la parole, et je vous souhaite encore bon appétit. Merci pour l'invitation, merci pour la petite introduction. Donc effectivement, je vais parler du prix Nobel de physique 2024 et j'ai choisi comme titre physique ou informatique pour mettre directement les pieds dans le plat. Donc effectivement... Ah non, il faut l'allumer d'abord. Effectivement, si on regarde l'intitulé, donc le prix Nobel l'an dernier a été attribué conjointement à John Hopfield et Geoffrey Hinton, et leur intitulé c'est For Foundational Discoveries and Inventions that Enable Machine Learning. Oups, pardon. Il va falloir que je m'habitue au pointeur. That Enable Machine Learning with Artificial Neural Networks. Donc c'est vrai que ça sonne pas très très physique comme ça de prime abord. Et donc l'objectif de l'exposé d'aujourd'hui, c'est d'une part de resituer un peu leurs travaux dans l'histoire des réseaux de neurones artificiels, et puis d'établir quand même les liens avec la physique. Et donc j'ai divisé l'exposé de manière complètement arbitraire, on va dire, en 5 étapes qui vont de la préhistoire jusqu'au temps moderne. C'est complètement personnel, arbitraire et très incomplet, parce que forcément pour faire tenir tout ça en une demi-heure, c'est pas évident, mais je pense que ça va aider un peu quand même à faire passer le message. Et donc, la préhistoire, je l'ai fait débuter en 1943 avec Warren McCullough et Walter Pitts qui ont publié un papier qui s'appelle « A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity ». Et en réalité, qu'est-ce qu'ils ont fait ? L'objectif, c'était surtout de modéliser le fonctionnement d'un neurone. Donc, on va parler de réseau de neurones dans l'exposé, mais on va commencer petit, on va commencer avec un neurone. Donc, biologiquement, à quoi ça ressemble un neurone rapidement ? Vous avez des dendrites ici qui captent les signaux extérieurs en entrée, donc les X, Y qui sont mis ici et qui captent leur intensité aussi. Puis, vous avez ici un corps cellulaire qui contient ce qu'il y a classiquement dans les cellules en biologie, c'est-à-dire un cytoplasme, un noyau, des organelles, etc. Et puis, ici, un axone qui est une espèce de câble coaxial comme ça qui est entouré d'une gaine de myéline et qui transmet l'influx nerveux vers en sortie les autres neurones qui vont se retrouver ici en sortie. Donc le neurone suivant, il va se connecter à ce neurone-ci là-bas en sortie. Et donc l'influx nerveux, on appelle ça aussi le potentiel d'action. Et l'idée, c'est qu'en fait, l'intensité du potentiel d'action va déterminer si le neurone suivant est activé ou non. Et au niveau de la terminologie, les zones de contact entre des neurones, on appelle ça les synapses. Et McCullough et Pitts, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils en ont fait un modèle très simple où les entrées, donc ce qu'on retrouvait ici au niveau des dendrites, ce sont les XI qui se trouvent ici. Ils sont connectés aux neurones que j'ai représentés ici en bleu par des poids oméga I. Et le neurone, ce qu'il va faire, c'est une somme pondérée des entrées. Ça correspond un peu au potentiel d'action dont je parlais ici. Et puis, on compare cette valeur de la somme pondérée à un certain seuil d'activation B, qu'on peut appeler aussi oméga 0. Si on veut rajouter une coordonnée fictive x0 égale à moins 1, comme ça on fait passer toute la somme des xi du même côté, c'est plus facile. Mais bon, fondamentalement, c'est juste une somme pondérée des entrées qu'on compare avec un seuil. Et il y a une fonction sigma, une fonction d'activation qui permet de faire cette comparaison et qui va déterminer
si en sortie le neurone suivant est activé ou non. Donc un neurone artificiel, tel que décrit par McCullough et Pitts, permet en fait de représenter une fonction comme ça, de Rn dans R, qui envoie un vecteur d'entrée x vers une fonction de la somme pondérée. Et donc ici, la seule astuce au niveau de l'écriture, c'est qu'on fait démarrer la somme à 0 jusqu'à n. En fait, les entrées vont de 1 jusqu'à n, mais si j'inclus une coordonnée fictive x0, ça me permet de tout mettre sous une belle somme pondérée comme ça, et qu'on peut écrire comme un produit scalaire aussi, si vous voulez. Et donc le sigma ici, c'est une fonction d'activation qui va déterminer donc, si le neurone suivant va être activé ou pas. Et donc la fonction d'activation la plus simple, c'est juste une fonction seuil. Donc le sigma ici vaut moins 1, une fonction signe si vous voulez, donc une fonction qui vaut moins 1 quand l'argument est négatif et qui vaut plus 1 quand l'argument est positif. Et du coup, si vous faites sortir le oméga 0 de la somme, ça équivaut à dire que quand votre somme pondérée dépasse votre seuil d'activation, le neurone suivant est activé, et dans le cas contraire, le neurone suivant reste inactif. Alors, la fonction signe, ce n'est pas la seule fonction qu'on peut utiliser pour faire ça. Et d'ailleurs, plus tard, on va se rendre compte que ce n'est pas très pratique parce que ce n'est pas différenciable. Et donc, quand on doit calculer des descentes de gradient et des trucs comme ça ne marche pas très bien. Et donc, les gens vont plutôt utiliser des sigmoïdes après. Donc, une sigmoïde, dans sa version la plus simple, c'est 1 sur 1 plus l'exponentielle de moins x. Ça ne va pas de moins 1 à 1, ça va de 0 à 1. Mais c'est pareil, quand on fait de la classification, on va dire que quand on est de ce côté-là, en dessous d'un demi, on n'est pas activé. Quand on est au-dessus d'un demi, on est activé. Et on peut commencer à imaginer qu'on va même associer ça à des probabilités d'activation, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails. L'idée, c'est que du coup, on peut faire le lien à cette époque-là, donc on est en 1943, avec d'autres disciplines qui émergent à l'époque, donc la neurologie, la classification, donc classification binaire dans ce cas-ci, l'informatique, en fait, si le moins 1 qui se trouve là, si vous l'appelez 0,1, ben vous avez des bits en informatique. Et la physique aussi, on va voir un peu plus tard dans l'exposé que le 0 et le 1, on peut aussi associer ça à des spins up et down, haut et bas. Et donc, on se retrouve là dans les années 40, 50, on va dire. C'est à la même époque, je cite ici quelques travaux dans le domaine de l'informatique et des systèmes experts. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vais essayer de concentrer l'exposé plutôt sur l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle, le machine learning et montrer les liens avec la physique. Ça fait déjà pas mal pour une demi-heure. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de travaux, donc Wiener, Turing, von Neumann et d'autres personnes, qui ont construit un peu les débuts de l'informatique à cette époque-là. Mais ce qui différencie leurs travaux du reste de l'exposé, c'est qu'en fait, ici, il n'y a pas de composante d'apprentissage. Il n'y a pas de ce qu'on appelle le machine learning à l'époque. C'est des systèmes experts, c'est-à-dire des systèmes basés sur de la logique, des choses comme ça. Bien. Et donc, ça conclut l'époque que j'ai appelée la préhistoire. C'est vraiment complètement personnel, hein, la division, donc, juste pour les facilités de l'exposé. Et donc, un peu après, commencent vraiment les débuts de l'intelligence artificielle et de ce qu'on va appeler le machine learning. Pour l'histoire, le terme intelligence artificielle est apparu apparemment pour la première fois en 1955. C'était une proposition de McCarthy, Minsky, Rochester et Shannon. Enfin, certains noms vous disent peut-être quelque chose. Claude Shannon pour la théorie de l'information. McCarthy, il a développé le langage de programmation Lisp, pour ceux qui connaissent. Minsky, on en parlera plus tard. Rochester, je sais plus exactement. Et en fait, ce qu'ils avaient, le terme intelligence artificielle est apparu dans une proposition de recherche pour un projet de recherche pendant l'été sur l'intelligence artificielle, où ils parlent de learning, d'intelligence, de machine. Donc, c'est vraiment les premiers débuts de l'intelligence artificielle. Et le premier réseau de neurones, enfin c'est plutôt un neurone qu'un réseau,
qui a vraiment eu un succès assez retentissant s'appelle le perceptron. Pardon, je mens un peu parce que j'ai la voix qui... j'ai tenu 2 heures de cours tout à l'heure et j'ai plus beaucoup de voix. Donc la machine en question s'appelle le perceptron. Donc c'est une vraie machine qu'on peut d'ailleurs toujours voir au musée qui s'appelle le Smithsonian Institute à Washington. Et c'est une machine qui permet de faire de la reconnaissance binaire de motifs visuels simples. Donc par exemple une image d'une lettre A comparée à l'image d'une lettre B. Ici sur la photo, il se trouve que c'est une lettre C. Et donc la lettre C se trouve sur une grille qu'ils appelaient Retina. Donc c'est une grille de 20 par 20, donc c'est 400 unités photosensibles. On appellerait ça des pixels maintenant dans une image, mais donc c'était à l'époque tout ça c'était vraiment au niveau machine. Et de la même manière que le cerveau apprend, en fait, la plasticité du cerveau est liée au fait qu'on peut changer l'intensité des connexions entre les différents neurones. En fait, c'est ça qui nous permet à nous d'apprendre des choses. Et ici, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que les poids oméga I dont j'ai parlé dans les transparents précédents, ils vont être appris par le système de telle manière à reconnaître différentes images de lettres entre elles. Et là, ils étaient appris vraiment de manière physique avec des potentiomètres et des moteurs électriques qui permettaient d'actionner ces potentiomètres pour régler l'intensité des poids. Et donc, comment est-ce qu'on pouvait apprendre quelque chose avec ce système-là? Je reprends en fait le schéma de McCulloch et Pitts. Donc, qu'est-ce qu'on va venir mettre en entrée? On va venir mettre des données d'entraînement, c'est-à-dire des valeurs des différentes composantes de X, c'est-à-dire les différentes valeurs des 400 cellules de l'image. Elles seront pondérées par des poids qu'on va essayer d'apprendre. Le but du jeu, c'est apprendre ces poids-là. On a toujours notre seuil d'activation qu'on vient rajouter ici. Et ce qui se passe, c'est qu'on a des données d'entraînement, c'est-à-dire on montre à la machine des images, soit de lettre A, soit de lettre B. Donc le Y qui est là, c'est la vraie réponse. Est-ce que l'image, c'est une lettre A ou est-ce que l'image, c'est une lettre B? Parce que ça reste binaire dans ce cas-ci. Et le système, en fait, quand on l'initialise avec un jeu de poids aléatoire et qu'on lui met une image en entrée, il ne va pas forcément trouver la bonne réponse. Donc ça, ce sera l'estimateur que lui va fournir de la bonne réponse. Et on va regarder les erreurs. Donc chaque fois que la réponse fournie par la machine est différente de la vraie réponse, on va corriger les poids. Alors l'algorithme de correction des poids est tout simple et ça converge. En gros, sans rentrer dans les détails, la convergence de cet algorithme a été montrée quelques années plus tard par Albert Novikov, donc 62, le perceptron c'est 58, donc c'est quelques années plus tard. Et c'est souvent le cas d'ailleurs en machine learning, soit dit en passant. Souvent, on fait des choses, on produit des algorithmes, et puis quelques années plus tard, on montre comment, enfin, ou quelqu'un d'autre montre à notre place comment ça fonctionnait, ou pourquoi ça fonctionne. Enfin, soit. Et donc, juste pour situer un peu les choses, si on imagine qu'on a les 400 valeurs, j'allais dire 400 pixels, mais donc c'est les 400 unités qui composent l'image. Ici, j'en représente que 2. Quand on va montrer des images à la machine, donc chaque image sera un point dans un espace à 400 dimensions. Et chaque image, si c'est une lettre A, elle aura une identité comme ça. Si c'est une lettre B, elle aura une identité comme ça. Et on imagine qu'en ajustant les poids, en fait, on va juste faire un classifieur linéaire qui va permettre de classer d'un côté les images de A et d'un côté les images de B, en supposant que ce soit séparable linéairement. Enfin, ça c'est encore un autre débat. Et donc du coup, si je donne une nouvelle image au perceptron, après apprentissage de ces poids WI qui permettent de trouver le bon classifieur linéaire, en fait, il va pouvoir déterminer si la nouvelle image était un A ou un B. En l'occurrence, ici, c'était un B, le petit triangle gris qui était là. Bon, et donc c'est juste un classifieur linéaire, finalement, si on veut dire les choses de manière un peu basique. Et Rosenblatt, quand même, apparemment, c'était un bon communicateur assez charismatique, parce qu'il a écrit notamment cet article-là, qui date aussi de 58. C'est The Design of an Intelligent Automaton.
Et il présente le perceptron en disant « A machine which senses, recognizes, remembers and responds like the human mind ». Donc il survend un peu quand même son classifieur linéaire, mais il a bien fait ça parce que même le New York Times à l'époque a écrit un article sur le perceptron en disant « The Navy revealed the embryo of an electronic computer today that it expects will be able to walk, talk, see, write, reproduce itself and be conscious of its existence. Rosenblatt, a psychologist at Cornell University, said perceptrons might be fired to planets as mechanical space explorers. » C'était 50 ans avant Elon Musk, mais, ou à peu près. Donc bon, il a un peu survendu son truc, mais enfin quand même, ça a eu le mérite de déclencher beaucoup de recherches en machine learning, en intelligence artificielle, et notamment le mot machine learning. On crédite en général M. Arthur Samuel pour avoir inventé ce mot-là. Il avait, quelques années auparavant, il avait inventé un programme pour jouer aux dames, mais c'est un type d'apprentissage un peu différent qui s'appelle de l'apprentissage par renforcement que je n'aborderai pas dans l'exposé d'aujourd'hui. À l'époque, vous avez aussi d'autres développements du type machine learning, comme Adaline, donc Adaptative Linear Elements, qui ont été développés par Widrow et Hoff. En gros, c'est la même chose qu'un perceptron, sauf que la manière de faire l'apprentissage, c'est un petit peu différent. On est basé sur des moindres carrés, donc on a une fonction qui mesure le carré de l'erreur entre la vraie réponse et l'estimation de la machine. Et la mise à jour des poids se fait par quelque chose qui est en fait de la descente de gradient, en gros. Et c'était utilisé notamment pour éliminer les échos sur les lignes téléphoniques. Donc c'est des applications qui ont eu une vraie utilisation industrielle à l'époque. C'est intéressant de mentionner aussi qu'à peu près à la même époque, donc 1965, sont apparus les premiers réseaux de neurones profonds. Donc réseaux de neurones profonds, ça veut dire qu'au lieu d'avoir juste un neurone, on en connecte plein entre eux. Donc vous avez ici les entrées, et puis vous avez différents neurones qui sont là, et ce qu'on appelle différentes couches de neurones avant d'arriver à la sortie. Sauf que le problème, c'est que plus on met de neurones, plus il y a de poids à apprendre, et l'apprentissage de ces poids, c'est toujours là que se pose le problème. Ici, on entraînait avec des moindres carrés, on entraînait les poids couche par couche, mais c'était pas très pratique, et donc ça n'a pas eu une énorme utilisation pratique à ce moment-là. Mais ça représente en tout cas vraiment les premiers pas vers ce qu'on appellerait actuellement le deep learning. Et j'en arrive à ma période qui est le Moyen-Âge, parce que après tout cet engouement autour du machine learning lié aux perceptrons et tout ça, il y a Minsky et Papert qui ont publié un livre sur les perceptrons justement qui s'appelait Perceptrons, An Introduction to Computational Geometry. Et ils ont simplement rappelé que dans un des chapitres, c'était vraiment pas un livre à charge contre les perceptrons, au contraire, mais dans un des chapitres, ils ont rappelé qu'un perceptron n'était rien d'autre qu'un classifieur linéaire, en gros. Et donc ils ont dit, c'est bien de rêver, mais enfin si vous voulez développer des composants logiques pour faire des systèmes plus compliqués, il faudrait que les fonctions logiques simples comme et, ou bien le ou exclusif puissent être représentées par votre machine. Il se trouve que pour les fonctions et pour les fonctions ou, ça marche. Donc ça, c'est la fonction et, c'est-à-dire que vous avez 1, donc vos coordonnées ici, c'est 1 et 0. Donc vous avez 1 quand les deux entrées sont à 1, et sinon vous avez 0. Ici, vous avez un ou quand vous avez une des entrées qui est à 1, peu importe l'autre entrée, vous avez une valeur de 1. Et ici, vous avez le ou exclusif, où vous avez une valeur de 1, donc une valeur allumée, on va dire, si vous avez 1 pour une valeur, mais 0 pour l'autre. Quand vous avez 1 et 1, ça devient 0 ici. Et donc, si vous pensez qu'un perceptron, c'est un classifieur linéaire, en fait, le perceptron, il va être tout à fait capable de représenter une fonction et, il va être tout à fait capable de représenter une fonction ou, mais la fonction ou exclusif, en fait, il ne sait pas la représenter. Donc, Minsky et Papert, c'est vraiment un truc qu'ils ont mis dans leur livre. Ils n'ont pas trop insisté là-dessus, mais ça a vraiment été mal interprété. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde a dit « ça ne marche pas, votre truc, votre perceptron que vous avez vendu, ça ne marche pas ». Et pourtant, vraiment, Minsky, c'est quand même le fondateur du labo d'intelligence artificielle au MIT. Et Papert, il a fait plein de choses, notamment le langage Logo, pour ceux qui connaissent, et Avance Tortue, Cache Tortue, pour faire les dessins, le petit langage de programmation pour les enfants. Donc, c'est des gens qui aimaient bien l'intelligence artificielle. Ils n'ont pas écrit un livre pour démonter tout le truc. Mais
après leur livre, il y a vraiment eu un gel des subventions pour les recherches sur les réseaux de neurones. Et on appelle ça les AI Winter, donc l'hiver de l'intelligence artificielle. Pourtant, quand on y réfléchit un petit peu, en fait, avec des réseaux de neurones, on sait faire bien plus que des classifieurs linéaires. Et il suffit, si je prends un exemple tout simple, de prendre une entrée X ici, simplement deux neurones, et un neurone en sortie. Vous connectez avec des poids W1, W2 ici votre entrée aux deux neurones. Vous mettez les seuils d'activation B1, B2, et vous faites pareil avec la sortie. Si vous faites ça, vous arrivez à représenter en sortie une fonction qui ressemble à ça. Donc c'est une somme pondérée de deux fonctions d'activation. Et si vous prenez comme sigma des fonctions sigmoïdes, si vous prenez des poids assez élevés, en fait, vos fonctions sigmoïdes commencent à ressembler juste à des fonctions signes. Donc ici, vous avez une fonction sigmoïde qui est décalée, qui commence ici, et puis vous soustrayez une autre fonction sigmoïde qui est décalée un peu plus loin et qui va dans l'autre sens, puisque vous avez un signe moins, et donc ça vous permet de représenter une fonction en créneau comme ça. Ça, c'est en connectant seulement deux neurones entre eux. Si vous en prenez 8, par exemple, donc ça fait 4 paires de neurones, chaque paire de neurones va pouvoir faire une petite marche de l'escalier ici. Si vous en prenez 200, vous pouvez représenter en fait n'importe quelle fonction en escalier, donc n'importe quelle fonction continue en fait. Par exemple, ce qui est fait ici, c'est cette fonction-là. Avec une centaine de neurones, 200 neurones, on va dire, on peut tout à fait représenter en sortie la sortie qui correspond à n'importe quelle entrée X pour cette fonction-là. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est que si vous connectez plusieurs neurones comme ça, donc vous connectez vos entrées à une couche de plusieurs neurones, en fait, on peut montrer, et ça a été montré des années plus tard, donc 1989, qu'on peut approcher n'importe quelle fonction continue avec un réseau de neurones avec juste une seule couche, en fait. Alors après, on peut mettre plusieurs couches aussi, ce qui permet d'apprendre d'autres classes de fonctions. Le seul problème, c'est que plus on met de couches, plus il y a de poids à apprendre sur les différentes connexions qui sont là. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez vous amuser. Je ne vais pas le faire ici, mais la fonction ou exclusive qui est là, il suffit d'avoir un réseau de neurones comme ça. Donc vous mettez deux neurones sur la première couche, un neurone sur la couche suivante, et vous arrivez facilement à représenter le ou exclusif. Donc il y avait du potentiel dans les réseaux de neurones, mais les gens à l'époque s'en étaient pas tout à fait rendus compte. Et le livre de Minsky et Papert a vraiment gelé les recherches en intelligence artificielle. Et on arrive à l'époque suivante, que j'ai donc appelée la Renaissance, et où apparaissent les deux protagonistes d'aujourd'hui, qui sont Hopfield et Hinton. Donc, dans les années 80, on va dire, plusieurs réseaux de neurones ont été développés, qui en général portent le nom de leur fondateur. Donc, par exemple, vous avez les réseaux de Cohen. C'est introduit par un scientifique finnois, qui permettent de représenter à basse dimension des entrées qui sont à haute dimension. Et puis vous avez les réseaux d'Hopfield. Donc comme l'exposé d'aujourd'hui est comme consacré au prix Nobel, je vais me focaliser un petit peu sur les réseaux d'Hopfield. Donc lui, Hopfield à la base, c'était un physicien théoricien à Caltech, et il voulait modéliser la mémorisation dans un réseau de neurones. Et contrairement à ce qui se faisait précédemment pour l'apprentissage des poids et tout, il a associé le réseau de neurones avec une fonction d'énergie. Donc comment est-ce que ça se passe? C'est que lui, il regardait des réseaux de neurones qui avaient une topologie un petit peu différente de celle que j'ai présentée jusqu'ici. Donc vous avez tous des neurones qui sont connectés entre eux par des poids. Il n'y a pas de couche cachée, il n'y a rien. Chaque neurone est associé à une valeur binaire 1 ou moins 1 et à un seuil d'activation. Et vous avez des poids entre eux qui sont symétriques. Ce qui permet quand même, par exemple, si vous avez L neurones, de représenter une image avec des pixels noirs ou blancs. Et le but du jeu, c'est d'une part, entraîner le réseau à reconnaître une image, comme pour le perceptron, mais aussi d'éliminer le bruit, c'est-à-dire que si on vous donne des images un peu abîmées, ça permet de recomposer, de reconstituer l'image de départ. Et donc l'idée originale de Hopfield, c'était d'associer son réseau avec une fonction d'énergie qui
à la forme suivante. Donc, vous avez les XI qui sont les valeurs en entrée, WIJ, c'est les poids, et les BI, c'est les seuils d'activation. Et quand on va présenter à ce neurone des exemples d'images qui lui servent d'ensemble d'apprentissage, donc pour apprendre les paramètres, notamment les paramètres WIJ, donc l'ensemble d'apprentissage, je l'ai appelé de xi1 jusqu'à xi-n, on espère que ça va correspondre à des minima de la fonction d'énergie. Donc, un des xi pourrait ressembler à cette image-là. Et l'idée, c'est que si on présente au réseau un motif un petit peu corrompu, en minimisant l'énergie, on va tomber sur un des minima de la fonction d'énergie qui correspond à un des exemples de l'ensemble d'apprentissage. Donc ça, ce serait la lettre A, si vous voulez présenter une lettre B, une lettre C, etc. Donc c'est un schéma un petit peu nouveau. Et comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce qu'on minimise l'énergie? En réalité, si dans un instant T, vous avez votre réseau qui est dans cet état-là, donc ça, c'est les valeurs de chacun des spins, vous en choisissez un, enfin chacun des neurones, vous en choisissez un au hasard, vous recalculez son activation avec cette recette-là, c'est-à-dire vous prenez 1 si votre somme pondérée dépasse le seuil d'activation, vous prenez moins 1 sinon. On peut montrer que ceci permet de diminuer l'énergie à chaque pas, donc ça c'est bien, mais après il faut encore une autre astuce pour que les poids soient de sorte que les minima de ma fonction d'énergie correspondent quand même vraiment à mes exemples de l'ensemble d'apprentissage. Parce que sinon, quand on minimise, on va tomber sur n'importe quoi. Donc, il faut trouver les poids corrects pour que quand je minimise cette fonction d'énergie, je tombe sur un des exemples de ma base d'apprentissage. Et ça se fait avec une règle qui s'appelle la règle de Hebb, qui date un petit peu, ça datait de 1949. Et l'idée, c'est, on la résume souvent comme ça, neurons that fire together, wire together, c'est-à-dire que quand il y a deux neurones qui sont activés ensemble, on va augmenter la connexion entre eux. C'est-à-dire qu'ici, si vous avez xi et xij qui sont tous les deux égaux à 1, ça va augmenter le poids wij. Donc, en gros, sans rentrer dans les détails, ça fonctionne assez bien pour ce que c'est destiné à faire. Ça peut apprendre un nombre n d'images en entrée avec L neurones. Mais il y a quand même une capacité d'apprentissage qui est limitée, c'est-à-dire que le nombre d'images qu'on peut apprendre par rapport au nombre de neurones, on peut montrer que c'est à peu près de cet ordre-là. Mais les réseaux d'Hopfield ont eu beaucoup d'autres applications, notamment en optimisation combinatoire et tout ça. Et donc, si on se demande où intervient la physique dans tout ça, parce que c'était comme un peu l'objectif aujourd'hui, vous avez peut-être reconnu que ça ressemble très fort au modèle d'Ising bidimensionnel, où vous avez des spins, au lieu d'avoir des neurones qui valent moins 1, en fait, vous avez des spins orientés vers le haut ou vers le bas. Donc, le modèle d'Ising, c'est un modèle, je pense que vous connaissez ça mieux que moi, c'est un modèle de physique statistique qui permet de modéliser des interactions locales de particules à deux états, par exemple dans les matériaux ferromagnétiques. Et le Hamiltonien, dans un modèle d'Ising, il ressemble à ça. Et si vous regardez, ça ressemble très fort à la fonction d'énergie que Hopfield a utilisée. Enfin, Hopfield, c'était un physicien théoricien à la base, et donc il a vraiment conçu ces réseaux en pensant au système de spin et en pensant au modèle d'Ising. Voilà. Et tout ça m'amène au deuxième protagoniste de l'exposé d'aujourd'hui, qui est Geoffrey Hinton, qui lui a développé quelque chose qui s'appelle des Boltzmann Machines, avec son collègue Stejnowski en 1983. Et là, le but du jeu, c'était de permettre d'apprendre une distribution de probabilité à partir des données et de générer des nouveaux échantillons à partir de cette distribution. Et donc, ça ressemble fort au modèle d'Hopfield. La seule chose qu'il y a, c'est que on va faire en sorte que ce soit un modèle d'Ising stochastique, en fait. C'est-à-dire qu'on a une distribution de type Boltzmann-Gibbs pour une configuration de spin donnée. Donc, ça correspond à une certaine énergie ou une certaine valeur de l'hamiltonien. Les états de haute énergie sont les moins probables, ceux de basse énergie sont les plus probables. Et ici, le Z, vous avez en fait la fonction de partition du système. Le problème, c'est que quand vous avez n spins, ça vous fait beaucoup trop de configurations, d'exposants n configurations. Et donc, c'est trop pour calculer explicitement la fonction de partition. Et donc, il faut faire toutes sortes d'approximations, notamment des approximations de type Monte Carlo. Vous vous placez dans un état S, vous avez votre système de spin qui est là, et pour faire vos transitions, vous choisissez un spin au hasard, vous
vous inversez un des spins et on peut de cette manière-là faire évoluer le système. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Plus que ça, la formulation mathématique est très élégante, mais ça coûte cher en calcul. Et donc, ça marche bien, mais il faut quand même faire mieux. Et en 2006, ils feront un peu mieux. À l'époque, si vous voulez retracer encore un peu l'histoire des réseaux de neurones, il y a le néocognitron qui apparaît. C'est le premier réseau de neurones convolutionnel. Le convolutionnel, c'est intéressant parce que ça permet de reconnaître des motifs qui sont invariants par translation. Plutôt que juste reconnaître un A où vous reconnaissez pixel par pixel, vous pouvez commencer à reconnaître des images avec des invariants par translation. Et parmi les ingrédients qui ont contribué au développement des réseaux de neurones, vous avez aussi la rétropropagation du gradient, où on retrouve en fait Hinton dans l'histoire. Donc rétropropagation du gradient, c'est juste un algorithme pour calculer le gradient quand vous avez beaucoup de poids à apprendre dans un réseau de neurones. Vous définissez une fonction de perte et vous calculez, vous minimisez par descente de gradient, en fait, vous trouvez les poids. C'était déjà connu bien avant, mais ça n'avait encore jamais été utilisé. Et ici, c'était utilisé pour la première fois par Yann Lequin et ses collègues pour apprendre les poids dans un réseau de neurones pour reconnaître des chiffres manuscrits. Donc le réseau de neurones ressemble à ça. Il y a des couches de convolution et puis des couches classiques après. On lui montre une image, il va apprendre tous les poids qu'il faut et en sortie, il va pouvoir reconnaître si le chiffre manuscrit correspond à un chiffre entre 1 et 9. Et donc, si vous voulez regarder des vidéos d'époque, vous pouvez aller voir sur le site de Yann Lequin, c'est assez marrant. Et puis, il y a eu quand même la fin de ce que j'ai appelé la Renaissance ici, parce qu'il y a des gens, Vapnik et Cortés, qui ont développé un modèle qui s'appelle des SVM. SVM, l'acronyme marche bien en anglais et en français, donc Support of Vector Machine ou séparateur à vaste marge. Qu'est-ce que c'est? C'est une formulation du problème de classification sous forme de problème d'optimisation sous contrainte. Et ça marchait très bien, et la formulation mathématique était vraiment très élégante. En gros, ça fait des classifieurs linéaires aussi, mais on peut faire des transformations dans d'autres espaces pour rendre des problèmes qui ne sont pas séparables linéairement en des problèmes qui sont séparables linéairement dans d'autres espaces. Et ça a éclipsé quelque temps les réseaux de neurones. On appelait ça le deuxième hiver de l'IA, si vous voulez. Et on arrive à la dernière partie, les temps modernes, où en fait on arrive petit à petit à ce qu'on connaît actuellement en termes d'intelligence artificielle, c'est-à-dire du deep learning, où vous avez des réseaux de neurones avec au moins trois couches cachées. Je vérifie juste l'heure parce que... Ok, je ne vais plus trop tarder. Donc ça permet de classifier des grosses bases de données d'images. Il y a beaucoup de poids à apprendre. Donc il y a beaucoup d'algorithmes différents, différentes astuces qui permettent d'apprendre ces poids. Et puis ça va de pair avec le développement de l'informatique, notamment les GPU et tout ça, qui ont permis la puissance de calcul nécessaire pour entraîner ces réseaux de neurones-là. Et en fait, on retrouve, en 2006, on retrouve Hinton, de nouveau, quand même, qui a développé des Restricted Boltzmann Machines. Donc c'est une version restreinte des machines de Boltzmann qui permet, donc restreinte parce qu'il y a moins de neurones, ils ne sont pas tous connectés entre eux comme dans la version de base. Mais ça reste la même idée que ce que Hopfield et Hinton ont développé, toujours associer les réseaux à des énergies et travailler à partir de là. Et leur article phare qui était publié dans Science en 2006 permet de faire ceci en fait à partir d'une image, de réduire dans un espace de dimension plus faible, donc d'extraire des caractéristiques importantes de l'image dans les couches internes du réseau. C'est ce qu'on appelle actuellement des auto-encodeurs. Donc là, il y a beaucoup de travaux en IA qui ont été faits. C'est impossible de tous les citer, mais je mentionne quand même le nom de Joshua Bengio parce que Lequin, Bengio et Hinton ont écrit un article en 2018 qui était assez fort cité, qui fait un survol des progrès en deep learning. Il se trouve que, pour la petite histoire, Lequin, Hinton et Bengio, ils ont tous été happés par Google, Facebook ou autres. Ce qui a aussi quand même contribué à l'explosion de l'intelligence artificielle. Et si vous pensez à des applications en physique, parce que la physique a servi de base à l'élaboration des réseaux de neurones
Hopfield et Hinton. Mais si vous pensez à maintenant l'utilisation des réseaux de neurones en physique, on passe quelque part d'un paradigme qui était la compréhension de modèles à plus la compréhension des données. Et j'ai juste montré 2 exemples et je clôturerai l'exposé avec ça. Vous avez DeepTau c'est un réseau de neurones qui a été développé au CERN pour faire le tri en fait entre les particules qui ont été créées dans des collisions. Puis vous avez un autre article ici qui dit Solving the Quantum Many-Body Problems with Artificial Neural Networks, où vous reconnaissez en fait une machine de Boltzmann restreinte. Donc ça, je vais passer juste pour conclure. Donc, par rapport à mon schéma historique, Hopfield et Hinton sont tous les deux apparus à la Renaissance et ils ont fortement contribué à la renaissance en fait des réseaux de neurones après une période un peu sombre. Leurs travaux sont à la base de beaucoup d'applications en intelligence artificielle, notamment tout ce qui est deep learning. Les réseaux de neurones récurrents, c'est tout ce qui est caché derrière ChatGPT et tout ça, tous les modèles de langage. Et disons que leur approche était une approche très physicienne, c'est-à-dire qu'ils ont commencé par utiliser des théories qui existaient déjà et après, ils en ont fait des applications pratiques. Et je vais conclure ici en terminant en mettant encore un peu les pieds dans le plat. Je vais commencer en mettant les pieds dans le plat avec l'exposé, le titre de l'exposé. Et puis en fait ici, si vous regardez, on pourrait se poser la question pourquoi est-ce qu'ils ont reçu le prix Nobel de physique. Ils ont quand même tous les deux aussi, ils se sont beaucoup exprimés, Hopfield et Hinton, contre les développements actuels de l'intelligence artificielle. Et donc on pourrait argumenter qu'en plus de reconnaître leur contribution au développement des réseaux de neurones artificiels basés sur de la physique, il y a aussi un petit côté politique parce qu'ils disent oui, l'IA c'est bien, mais il ne faut peut-être pas en faire trop. Voilà, je m'arrête ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour la présentation. Alors, les questions, l'heure avance, donc peut-être une rapide, si quelqu'un a vraiment une question. J'essaie de faire très court. Mais la présentation était bien complète quand même, hein, donc c'était pas désagréable. Non ? Bon, je pense que tout le monde est bien rassasié. Donc, je vous souhaite à tous et toutes une bonne après-midi et à la prochaine pour d'autres séminaires sandwich. Okay.